Vous écoutez RFI, les 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. Calme précaire hier dans la région de Kaga-Bandoro en Centrafrique après les affrontements qui ont éclaté vendredi entre des anti-Balaka et des ex-Séléka. Des casques bleus sont arrivés en renfort dans la zone pour ramener le calme. Des violences qui inquiètent parmi les humanitaires notamment. Le dialogue politique en République démocratique du Congo, un débat retransmis en direct à la télévision aujourd'hui sur la date des élections à venir. La frange de l'opposition qui ne participe pas à ce dialogue appelle, elle, à manifester. En Côte d'Ivoire, le décès de Michel Legré, le beau-frère de l'ex-première dame Simone Gbagbo, mort d'une crise cardiaque. Il était considéré comme un témoin important dans la disparition du journaliste Guy-André Kiefer en 2004. Et puis Madagascar prépare son prochain recensement. Il doit commencer en 2017, l'année prochaine. Ce sera le premier depuis plus de 20 ans. Dès aujourd'hui, une phase de test commence dans la capitale. Les enquêteurs testent leurs outils. Des casques bleus sont donc arrivés en renfort dans la région de Kaga-Bandoro en Centrafrique après les violents affrontements qui ont opposé des ex-Séléka à des anti-Balaka vendredi et qui ont fait au moins 6 morts. Hier, un calme précaire régnait dans cette zone. Les habitants restaient majoritairement chez eux. On n'est pas encore certain de ce qui a déclenché ces nouvelles violences. Elles ont d'abord touché en tout cas la localité de Ndomete avant de se déplacer à une dizaine de kilomètres à Kaga-Bandoro. Jean-François Sangsu est responsable du CICR en Centrafrique et pour lui, ces violences montrent que la situation reste fragile. Si globalement, on peut dire que depuis 6 mois, le niveau de conflictualité a baissé, d'un point de vue sécuritaire, la situation demeure très volatile et imprévisible. La Centrafrique est à un tournant parce que la population est en attente. Il a été expliqué à cette population que les élections étaient une étape incontournable. La population s'est largement mobilisée pour participer à ces élections dans l'espoir que l'après-transition politique se traduise par une amélioration de leurs conditions de vie au quotidien. 6 mois plus tard, cette population est toujours dans l'attente de résultats effectifs et si les acteurs, qu'ils soient humanitaires, du développement, les acteurs économiques, financiers, toutes les parties prenantes, qu'elles soient centrafricaines ou internationales, ne se montrent pas à la hauteur des défis qui demeurent, alors on peut effectivement craindre de nouvelles crises et surtout, on peut craindre que ce qui a été investi à ce jour leur a été à perte. Le responsable du CICR en Centrafrique était joint par Florence Maurice. Un débat télévisé au programme aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les participants au dialogue national réunis en plénière vont discuter du calendrier électoral, de la date à fixer pour la tenue des élections présidentielles, législatives et locales. Des discussions qui seront retransmises en direct sur la télévision nationale. Et puis en parallèle, le rassemblement de l'opposition appelle lui à manifester aujourd'hui en RDC. Justement, pour demander la convocation du corps électoral cette semaine pour que les élections puissent être organisées dans les délais fixés par la Constitution. La manifestation a été autorisée à Kinshasa. En revanche, les rassemblements ont été interdits à Lubumbashi, à Kisangani et à Kindu. Lubumbashi, où 73 personnes sont jugées en procédure accélérée depuis samedi. Certains sont des militants de l'UDPS et de l'UNAFEC. Tous ont été arrêtés vendredi soir après des heurts avec la police dans cette ville. Ils sont poursuivis pour participation criminelle, rébellion, coups et blessures. Ils affirment qu'ils étaient descendus dans la rue pour sensibiliser la population à la situation politique congolaise et ils disent avoir été provoqués par la police. Leur avocat, Maître Mabiala, demande leur libération immédiate. Tous ces gens qui ont été déférés devant le tribunal, ce sont des innocents. Il y a eu des arrestations en cascade qui se sont passées en dehors de la manifestation. La police a bouclé aux environs de magasins qui ont été pillés et donc tous ceux qui étaient aux environs de ces magasins ont été victimes d'arrestations, même les militants qui ont été arrêtés. Ce sont des militants qui revendiquaient leurs droits, ils n'ont même pas fait de casse, donc en soi, et ils ont été arrêtés illégalement parce qu'il y a eu provocation. Les gens qui devraient être arrêtés, c'est la police qui devrait être arrêtée. Et il ne fallait pas qu'il y ait une audience en flagrance. Pourquoi précipiter les choses? Pourquoi ne pas faire une procédure ordinaire? Le temps de laisser à mes clients de s'exprimer
et de faire appel aux témoins qui étaient là. Donc moi je me dis, la flagrance n'a pas sa raison d'être. C'est pour précipiter la condamnation de mes clients. Là je le dis tout haut. L'avocat congolais Maître Mabiala. Une semaine importante commence pour le Gabon. C'est dans les prochains jours, vendredi au plus tard, que la Cour constitutionnelle doit se prononcer sur le recours déposé par l'opposant Jean Ping après la présidentielle du 27 août pour demander un recomptage des voix dans la province du Haut-Ogooué, fief de la famille Bongo. À quelques jours de la date butoir, la présidente de la Cour, Marie-Madeleine Boransuo, a donné une interview à l'hebdomadaire Jeune Afrique qui paraît cette semaine. Interview dans laquelle elle affirme que la Cour n'est pas partiale et dans laquelle elle rappelle aussi aux opposants que certains d'entre eux ont été proches de la famille Bongo. Certains opposants n'ont pas vraiment apprécié ces déclarations. L'ancien Premier ministre Casimir Oyemba, qui s'est désisté de la présidentielle pour se rallier à Jean Ping, est de cela. Tous les Gabonais sont suspendus aux lèvres de Mme Boransuo. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle fait cette déclaration. Pour le moins, c'est malvenu, du point de vue du timing. Maintenant, sur le fond, relisez ces déclarations. En gros, qu'est-ce qu'elle dit? Elle prend fait et cause pour M. Ali Bongo. Elle répète les arguments de M. Ali Bongo. Ça veut dire donc qu'elle prend parti, déjà. Non, nous ne trouvons pas ça normal. Maintenant, personne d'entre nous n'a un ordre à donner à Mme Boransuo. Personne. Nous faisons appel à sa conscience. Nous faisons appel à son sens du devoir, son sens de la déontologie, je dirais. Mais notre devoir était de dénoncer cette prise de parole au moment où elle intervient, compte tenu de ce qu'elle dit, et nous en appelons à sa conscience. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions de plus ? Voilà l'avis de l'opposant gabonais Casimir Oyemba. L'Ouganda veut amender sa constitution pour que les terres qui appartiennent à des particuliers puissent être acquises par l'État sans qu'ils soient obligés de négocier d'abord avec les propriétaires. Ce n'est encore qu'un projet, mais il fait déjà débat. Des associations redoutent des abus de la part de l'État et des tensions autour des terres. La société civile demande qu'un référendum soit organisé pour trancher cette question. Charlotte Cosset. Nous voulons réduire les délais d'acquisition des terres, a déclaré la ministre en charge de ces questions Betty Amongi. L'Ouganda est en pleine campagne de grands travaux. Le gouvernement multiplie la construction de grands axes routiers et prévoit une nouvelle ligne de chemin de fer. Le gouvernement a donc besoin d'accéder à la terre, une terre qui appartient aux particuliers et non à l'État dans ce pays. Les associations craignent, en cas d'amendement de la Constitution, que l'État abuse de son pouvoir et préviennent de tensions qui pourraient en découler. Nous souhaitons que la procédure de compensation soit un peu flexible pour que les Ougandais aient accès plus rapidement aux services publics, tente de rassurer Betty Amongi. Le gouvernement souhaite donc gagner du temps, un temps très important, surtout dans le cadre de la future production pétrolière en Ouganda. Les travaux du pipeline doivent débuter en janvier prochain et la question foncière pourrait retarder ces travaux. Or, la production et l'exportation du pétrole pour 2020 est le pari de ce nouveau mandat du président Museveni. Charlotte Cosset, Kampala, RFI. Le président ougandais qui est à Paris pour 2 jours, une visite en France en compagnie du ministre de l'Éducation. Le chef de l'État ougandais doit être reçu aujourd'hui par son homologue François Hollande. Il sera principalement question d'investissement et de commerce. Un attentat suicide à la voiture piégée hier dans la capitale somalienne Mogadiscio, revendiqué par les islamistes Chebab. 5 personnes ont été tuées au moins dans cette attaque. Un général notamment réputé pour son engagement dans la lutte justement contre les islamistes et 4 de ses gardes du corps. Le camion dans lequel il se trouvait avait quitté un hôpital pour se diriger vers le ministère de la Défense quand il a été percuté par une voiture remplie d'explosifs. La Somalie et le Kenya vont commencer à partir d'aujourd'hui à présenter leurs arguments devant la Cour internationale de justice à La Haye. Les 2 pays s'opposent sur leurs frontières. Ils se disputent une zone riche en pétrole et en gaz dans l'océan Indien, plus de 100 000 mètres carrés dans laquelle le Kenya a déjà accordé 3 permis d'exploitation pétrolière à une compagnie italienne. La Somalie proteste.
Il était considéré comme un témoin clé dans la disparition du journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer. Michel Legré est mort samedi à Abidjan. Le beau-frère de l'ex-première dame Simone Gbagbo avait été arrêté en 2004 pour enlèvement, séquestration et assassinat dans cette affaire avant d'être finalement libéré. Quand le journaliste a disparu, il avait rendez-vous avec Michel Legré. Guy-André Kiefer enquêtait sur des malversations financières, notamment dans la filière cacao. Sa femme, Osange Silou Kiefer, attend toujours de savoir ce qui s'est passé. Alors pour elle, le décès de Michel Legré éloigne un peu plus la vérité. C'est une porte qui se ferme. Est-ce que cette porte nous aurait conduit à la vérité ? Je n'en sais rien. Mais c'est une porte qui se ferme. Donc effectivement, une petite frustration. Est-ce que vous avez fini par comprendre le fond de leur relation entre lui et Simone Gbagbo ? Je pense que c'était essentiellement des relations familiales. Encore que Michel Legré avait beaucoup participé au parti. Je crois que c'était lui qui avait mis en place l'encartage des membres du parti de Laurent Gbagbo. Donc je pense qu'ils avaient, au-delà des relations familiales, ils avaient certainement des relations de militants. On va dire ça comme ça, avec beaucoup de guillemets. Osange Silou Kiefer au micro de Michel Arsenault. Reprise des combats à Sirte en Libye après 2 semaines d'accalmie contre les djihadistes du groupe État islamique. Les forces du gouvernement d'union nationale tentent de reprendre le contrôle de cette ville depuis maintenant 4 mois. Les derniers combattants de l'EI sont désormais retranchés dans une petite zone de la ville. Dans la soirée, les forces libyennes ont annoncé avoir repris plusieurs bâtiments, dont un hôpital et une école. Et puis par ailleurs, des combats également en Libye pour le contrôle du croissant pétrolier. La milice loyale au gouvernement d'union nationale a lancé l'offensive contre les forces du général Khalifa Haftar qui en ont pris le contrôle la semaine dernière. La Tunisie cherche à attirer les investisseurs depuis la révolution en 2011. Les investissements étrangers ont largement chuté et encore plus avec les attentats qui ont frappé le pays au cours des derniers mois. Au musée du Bardo à Tunis par exemple ou encore sur une plage de Sousse. Pour tenter d'inverser la tendance, la Tunisie vient d'adopter un nouveau code de l'investissement. Il doit faciliter les démarches administratives notamment. Mais ce nouveau texte ne convainc pas tout le monde. Les opposants estiment qu'il délaisse par exemple les entreprises tunisiennes. Justine Fontaine. Pour le gouvernement, l'adoption de ce texte était devenue urgente. Il fallait qu'il soit applicable avant la conférence internationale pour l'investissement fin novembre. Une réunion qui doit inciter les investisseurs étrangers à lancer de grands projets en Tunisie. Parmi les mesures prévues par ce code, à l'étude depuis 2012, diminuer les taxes sur les entreprises et pour les grands projets d'infrastructure, ou encore faciliter le rapatriement à l'étranger de bénéfices réalisés dans le pays. Désormais, les entreprises implantées en Tunisie seront également soumises à un taux d'imposition unique, 15%, sauf pour le secteur des télécommunications où les impôts sont très faibles pour favoriser les centres d'appel. Selon le gouvernement, toutes ces mesures doivent aider au retour des investisseurs étrangers et permettre de relancer la croissance en Tunisie, prévue sous les 2% cette année. Mais l'opposition dénonce un texte très libéral qui tend, selon elle, à oublier les entreprises tunisiennes. Justine Fontaine, Tunis, RFI. Une phase de test commence aujourd'hui dans la capitale malgache. Des enquêteurs se rendent dans le 3e arrondissement d'Antananarive pour interroger les foyers. Ces enquêteurs testent leurs outils pour préparer le grand recensement qui doit avoir lieu dans 1 an, en août 2017, pour savoir enfin combien de personnes compte la grande île. Aucun recensement n'avait eu lieu depuis 1993, Sarah Teto. Aujourd'hui, on estime la population malgache entre 23 et 25 millions d'habitants. Si ce nombre est si peu précis, c'est parce que le dernier recensement remonte à quasiment un quart de siècle. Pour Ida Radzauner, le directeur général de l'INSTAT, l'Institut national des statistiques, en charge de ce projet pilote, Madagascar souffre de cette imprécision. Dans les réunions internationales, dit-il, on est toujours à la traîne parce qu'on ne sait pas combien on est. Tout est histoire de calcul en fonction du nombre d'habitants, que ce soit pour la répartition des aides internationales ou pour connaître le taux de personnes atteintes par le paludisme. Si le chiffre de base est biaisé, toutes les statistiques
statistiques sont fausses. Aussi, l'Instat vient de démarrer une expérimentation à grande échelle dans 5 zones, urbaines, rurales et difficiles d'accès. Combien de personnes vivent dans votre foyer? Quel est votre métier principal? Au total, une quarantaine de questions seront posées. Des observations directes sur l'état des maisons seront aussi faites par les enquêteurs. La religion, la couleur de peau ou l'ethnie ne sont pas des thèmes abordés. S'assurer de la bonne formulation des questions, de la bonne collecte des données sur tablette, de la facilité ou non d'accès à la population, autant d'éléments qui seront soigneusement observés durant cette phase test cruciale avant le recensement national en août 2017 où tous les Malgaches, y compris les personnes sans état civil, devront être interrogés. Sarah Teto, Antananarivo, RFI. Il est maintenant 6h45 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. Dans 5 minutes, la revue de presse Afrique. Elle sera signée ce matin Frédéric Couteau avec à la une le dialogue politique qui se prolonge en République démocratique du Congo. Ce sera juste après l'invité de la rédaction. Nous recevons aujourd'hui le président de la Banque africaine de développement, le Nigérian Akinwumi Adesina, qui a aussi été ministre de l'Agriculture, a été élu il y a tout juste 1 an à la tête de la BAD. Il a remplacé Donald Kaberuka. Akinwumi Adesina a défini ce qu'il appelle les High Five, 5 grands chantiers, 5 grands axes de développement qui, selon lui, vont permettre à l'Afrique de pouvoir se nourrir, étudier et aussi avoir l'électricité. Pour en parler, le président de la BAD est l'invité de Frédéric Gara. Akinwumi Adesina, bonjour. Bonjour. Vous êtes motivé par 5 grands projets, ce que vous surnommez les High Five en anglais, qui sont d'alimenter, d'électrifier, d'industrialiser, d'intégrer et d'améliorer la qualité de la vie en Afrique. Alors sans mettre en doute vos motivations, pourquoi est-ce que la BAD réussirait mieux que les États dont c'est le devoir de faire ce travail-là? Prenez par exemple la situation de l'énergie. Il faut industrialiser, il faut que les enfants aillent à l'école, il faut que le médecin travaille. Mais tu ne peux pas avoir la compétitivité de l'Afrique sans avoir énergie. Aujourd'hui, nous avons un problème avec 645 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Donc, c'est un problème. Et pour ça, nous avons déjà lancé notre programme pour l'énergie pour l'Afrique. On va faire l'investissement de 12 milliards de dollars pendant 5 ans, qui va inclure énergie de base, qui va inclure aussi énergie renouvelable. Mais en ce qui concerne l'agriculture, vous voyez aujourd'hui, l'Afrique détient 65% de tous les terres arables disponibles dans le monde qui n'ont pas cultivé. Et même l'Afrique aujourd'hui dépense 35 milliards de dollars pour faire l'importation, et alors quand même il a le terre disponible. D'ici 2025, l'Afrique va dépenser 110 milliards de dollars pour l'importation. Bon, c'est pas bien ça. Donc nous avons déjà lancé ce programme pour ça. Et troisièmement, en ce qui concerne l'industrialisation, pourquoi on avait lancé ça? Vous voyez aujourd'hui les fondements des prix de matières premières. Donc les pays qui font l'exportation de matières premières sont soumis toujours la volatilité dans les prix, dans les marchés. Donc c'est très important que l'Afrique fait la valeur ajoutée, pour que l'Afrique aussi pousse l'industrialisation, aussi pour la création de l'emploi. Donc notre stratégie, c'est pour pouvoir aider le pays à faire l'agro-industrialisation. Et cette stratégie-là, ou ce défi-là, il avait déjà été évoqué à Maputo, il y a plus de 10 ans de cela maintenant, où chaque État s'était engagé à consacrer 10% de son budget chaque année à l'agriculture. 10 ans plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait à peine 7 ou 8 pays qui avaient vraiment respecté ce quota de 10% du budget. On se dit qu'il y a un manque de volonté politique. Je pense que les choses changent. Il y a de différents exemples aujourd'hui en Afrique avec beaucoup de succès. Vous voyez les succès avec le Rwanda, ici en Côte d'Ivoire, avec le cacao. Vous voyez par exemple ce qui se passe en Éthiopie, même au Sénégal avec la production du riz. Et deuxièmement, c'est que l'approche même change. Il y a l'investissement qu'il faut sur l'infrastructure, sur le périmètre irrigué, sur la vulgarisation et sur la recherche et le développement. Et troisièmement, si vous ne faites pas le développement de chaîne de valeur et vous mettez simplement sur la production, ça ne sera pas rien. Ça. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un développement intégré de ce secteur par la chaîne de valeur, agro-industrialisation. C'est fondamental pour les terres qui sont disponibles. L'industrialisation du continent, elle est possible, elle est même probable. On commence à le voir en Afrique de l'Est, Éthiopie, Kenya. Mais on voit aussi que c'est aussi pour les investisseurs, pour les entreprises privées, le moyen de trouver une main-d'œuvre africaine moins chère que la main-d'œuvre asiatique. Donc c'est une bonne chose pour l'emploi, mais est-ce que c'est une bonne chose pour le droit du travail, pour les salaires? Il faut qu'il y ait une industrialisation qui permette à l'Afrique, n'est-ce pas, de profiter de son avantage comparatif
parce que le coût de main-d'œuvre, c'est faible. Je prends par exemple Éthiopie. Sur les textiles, le salaire pour les main-d'œuvre qui est bien formée en Éthiopie aujourd'hui, c'est environ 38% de salaire de la même personne en Chine. Ça veut dire qu'il y a un avantage comparatif. Donc, s'il y a une délocalisation des industries de l'Asie vers l'Afrique, c'est très important. Mais ce qui est important, c'est que est-ce que nous avons l'électricité? Parce que sans l'électricité, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que nous avons la compétence nécessaire pour le faire? Donc, c'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement, nous avons créé un programme pour la création de l'emploi pour les jeunes, pour améliorer la capacité ou bien les compétences des jeunes. Il faut quand même que les États soient vigilants sur le droit du travail. Absolument, le droit du travail est très important. Il faut payer les gens bien, il ne faut pas faire l'exploitation des gens, donc on n'est pas pour ça. Est-ce que les décideurs n'ont pas tendance en Afrique à se payer de mots, des termes galvaudés comme Afrique verte, émergence, croissance inclusive, renforcement des capacités? Ça, ce sont des mots, mais la population a du mal à avoir la concrétisation de ces mots-là. Oui, parce que si vous voyez aujourd'hui, il y a la croissance, surtout qui concerne le PIB. Il n'y a personne qui mange ça. Les gens ne mangent pas ça. Donc, il faut qu'on voit l'impact de la croissance économique sur les vies des gens. Il faut qu'il y ait une augmentation au niveau de l'emploi. Il faut que notre zone rurale soit transformée de zones de misère à des zones de la prospérité. Pour moi, le développement, ce n'est pas une question d'argent. C'est comment on utilise l'argent pour accélérer l'impact visible de développement sur les vies des gens. Les mots, c'est facile à dire, mais ce qui est important, ce sont les résultats sur le terrain. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci beaucoup. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, répondait à Frédéric Gara. Magali Lagrange. La France rend un nouvel hommage aux victimes du terrorisme. Aujourd'hui, une cérémonie aura lieu à la mi-journée aux Invalides à Paris. La France frappée par plusieurs attaques terroristes depuis le début de l'année dernière. François Hollande prononcera un discours, édition spéciale sur RFI entre 13h30 et 14h. François Hollande qui se rendra ensuite à New York. Le président français va assister à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, réunion marquée cette année par les derniers discours de Barack Obama et du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Des sommets sur le climat et sur les réfugiés sont prévus dès aujourd'hui. Aucun lien avec le terrorisme international, c'est le sentiment des enquêteurs après les attentats commis samedi à New York et dans le New Jersey aux États-Unis et qui ont fait 29 blessés. La piste du terrorisme intérieur semble privilégiée. En revanche, le groupe État islamique a revendiqué l'attaque d'un centre commercial du Minnesota où un Américain d'origine somalienne a blessé 9 personnes au couteau. Il a été abattu par un policier. Enfin, beaucoup de messages de sympathie en France, à droite comme à gauche, après la nouvelle hospitalisation de Jacques Chirac. L'ancien président souffre d'une infection pulmonaire. Il a été admis hier matin après avoir interrompu un séjour au Maroc. Jacques Chirac, presque 84 ans, est fortement diminué par la maladie depuis plusieurs années. Il ne participe plus à aucune cérémonie publique. 6h52 à Paris, c'est l'heure de la revue de presse Afrique. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une, le dialogue politique joue les prolongations en RDC. Après 2 semaines de forum, les avancées sont bien maigres pour résoudre l'épineuse équation électorale congolaise, constate le site d'information Afrique Arabia. Le consensus est encore faible entre majorité et opposition au sujet du report du calendrier électoral. Les 280 participants à ce dialogue, dont la majeure partie de l'opposition boycotte la tenue, se sont mis pourtant d'accord sur plusieurs points. Tout d'abord sur une révision complète du calendrier électoral, corrompu depuis les élections chaotiques de 2011, entraînant le report d'au moins 16 mois des élections prévues à la fin de cette année. La refonte totale du fichier permettra d'inscrire les nouveaux électeurs majeurs depuis 2011 et d'y enlever les doublons et les personnes décédées. Majorité et opposition se sont ensuite accordés, constate encore le site, sur un couplage des élections présidentielles, législatives et provinciales le même jour, sous réserve que la commission électorale puisse techniquement l'organiser. Voilà donc pour les avancées. Cependant, 2 questions majeures restent en suspens
pointe encore Africa-Arabia. À quelle date seront organisées les élections qui devaient se tenir en novembre prochain? Et quel sera le rôle de l'actuel chef de l'État après le 19 décembre de cette année, date officielle de la fin de son mandat? Du coup, pointe pour sa part le site de Radio Okapi en RDC. Les travaux du dialogue politique n'ont pas pu se clôturer samedi à Kinshasa, comme cela avait été annoncé par le facilitateur Edem Kodjo. Oui, les travaux du dialogue ne sauraient se terminer sans que les participants soient fixés sur un calendrier électoral, selon la plénière qui a décidé de la poursuite des travaux ce lundi, précise Radio Okapi. Il s'agira pour les participants de recevoir de la part de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, et des experts de l'OIF, des indications claires sur l'élaboration du calendrier électoral. Pour marquer le coup, relève pour sa part le site d'information congolais 7/7. Le Rassemblement, la plus grande plateforme de l'opposition congolaise, a prévu une marche pacifique ce lundi à Kinshasa afin de réclamer la présidentielle dans les délais constitutionnels. Pour sa part, la majorité présidentielle n'entend pas laisser la rue à l'opposition. À son tour, relève encore 7/7, elle annonce une grande marche, ce sera samedi prochain. Pour le pays, au Burkina, cette journée de manifestation de l'opposition congolaise ce lundi est en tout cas une journée à risque. Il faut s'attendre aujourd'hui à un lundi noir, affirme le quotidien burkinabé. Connaissant les capacités mobilisatrices de cette opposition congolaise, les rues de la capitale pourraient refuser du monde, ce qui va certainement irriter Joseph Kabila et peut-être même le pousser une fois de plus à la faute. En tout cas, estime encore le pays, le contexte délétère actuel indique que les conditions de débordement sont réunies. Et à la une également, Frédéric, la mort de Michel Legré, le beau-frère de Simone Gbagbo. Oui, une disparition qui provoque beaucoup d'émoi, pointe le quotidien aujourd'hui à Ouaga, tout simplement parce que c'était avec lui, en 2004, que le journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer, qui enquêtait sur des malversations dans la filière cacao en Côte d'Ivoire, avait rendez-vous avant d'être kidnappé dans un parking abidjanais et passé de vie à trépas. Dans les premiers moments de son interpellation, on rappelle aujourd'hui, Michel Legré avait avoué qu'il avait participé à l'enlèvement du journaliste avant de se rétracter plus tard. Normal donc que les projecteurs se braquent sur ce que deviendra désormais cette affaire après son décès. Alors, s'interroge lejelly.com en Guinée, faut-il renoncer à l'espoir de voir le fin mot de cette rocambolesque affaire? C'est la question que se posent désormais tous les proches de Guy-André Kiefer. Déjà qu'il commençait à se laisser gagner par la lassitude suite à 12 ans de bataille sans véritable succès, ce n'est pas la mort de Michel Legré qui risque de leur redonner du tonus. D'autant, relève encore le Djeli, qu'Alassane Ouattara, en dépit des promesses fermes en la matière, peine à se démarquer de son prédécesseur dans le sens de l'établissement de la vérité. 6 ans qu'il est aux affaires, et bien qu'il se soit fermement engagé dans ce sens, l'actuel président ivoirien ne parvient pas non plus à éclairer l'opinion sur ce qui est vraiment arrivé à Guy-André Kiefer. Merci Frédéric Couteau. Revue de presse à retrouver sur le www.rfi.fr. 4h56, temps universel. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Bonjour Hugo Moissonnier. Bonjour Magali, bonjour à tous. Les Jeux paralympiques de Rio se sont achevés hier soir. L'heure est au bilan pour les pays africains. Sur les 41 en lice, 13 ont décroché des médailles. En tout, l'Afrique repart du Brésil avec 99 breloques, dont 36 en or. On est loin du record de Pékin en 2008, 51 médailles. Le Nigeria aura été la locomotive du continent. Le pays termine 17e avec 12 podiums et 8 titres paralympiques. 2 médailles pour l'Afrique à l'occasion de la dernière journée. Hier, le Marocain El Amin Chentouf a remporté le marathon. Les Égyptiens ont accroché le bronze en volleyball en fauteuil roulant. Le football à présent avec la fin des demi-finales allées de la Coupe de la Confédération hier. Un match nul et vierge, 0-0 entre le Mouloudia Béjaïa et les Marocains du FUS de Rabat en Algérie. Match retour de ces demi-finales le week-end prochain. Et fin également des matchs allés du dernier tour des éliminatoires de la CAN 2017 ce dimanche. Victoire du tenant du titre, le Mali, 2-0 à domicile face à l'Éthiopie. Défaite en revanche du Cameroun au Soudan, 4-2, du Congo en Tanzanie, 3-2 et de la Côte d'Ivoire au Ghana, 3-1. Les matchs retour auront lieu dans 15 jours. 7 équipes valideront leur billet pour Madagascar. Et le football en Europe pour refermer ce journal. Et la fin de la 5e journée de Ligue 1 marquée par 2 Africains buteurs. Dans le match entre Montpellier et Nice, l'Algérien Boudbouz et le Marocain Younes Belanda. Score final 1-1.
Nice, deuxième derrière Monaco au classement. L'affiche du jour opposait hier Marseille et Lyon au stade Vélodrome. 0-0 entre les deux équipes qui ne décollent pas au classement. L'OL est 9e, l'OM seulement 15e avec une victoire en 5 rencontres. Mais dans le jeu, l'équipe progresse, assure son défenseur camerounais Henri Bédimo qui faisait sa deuxième apparition sous le maillot olympien. On commence à avoir un beau visage. Maintenant, il nous faut le plus dur, le plus important dans le foot, marquer des buts. Le contenu, il y a toujours des choses à peaufiner. Pour l'ensemble, je pense que c'est un bon point par rapport à l'adversaire qu'on avait en face. On a manqué de gestes justes, notamment sur la dernière occasion. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut reprocher au groupe en ayant fourni autant d'efforts ce soir? On essaye de ne pas être trop décroché au classement. Vous savez, tout ce qui se passe en dehors de l'aspect sportif, on essaye de ne pas trop y prêter attention. Parce que nous sommes jugés sur le rectangle vert et pour l'instant, on essaye de bien travailler. Il y a eu un peu de cohérence dans le jeu. C'est pas encore ça, mais on y arrive tout doucement. Le défenseur camerounais de l'Olympique de Marseille, Henri Bédimo, des propos recueillis par nos confrères de Canal+. Merci Hugo Moissonnier pour ce journal des sports et l'actualité sportive. C'est à tout moment sur internet www.rfi.fr. Le journal tout de suite. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.